Sur le côté opposé de l'île, son 2 mâts était mouillé dans la baie. Il y avait ancré l'hôte nord, en profitant des vents matinaux qui avaient débarrassé le ciel des derniers vestiges de la tempête. La marée montait encore à ce moment-là, et les récifs acérés de la baie de sinistre renom disparaissaient à contre-cœur sous sa verte dentelle d'écume. Après avoir raclé les rochers tapissés de bernacle, le canot du navire nous avait déposé sur un petit croissant de plage noire que les vagues engloutissaient quand les vents de tempête les poussaient au-delà de la ligne de marée haute. Au-dessus de nous se dressaient des falaises d'ardoises, et des conifères si sombres qu'ils en semblaient presque noirs se penchaient dans le vide comme pour défier les vents dominants. Malgré tout, j'avais l'impression de m'avancer dans une gueule à demi ouverte. Le capitaine avait posté le moussin, Joyce, près du canot pour le protéger des accidents bizarres qui survenaient si souvent aux embarcations lorsqu'on les laissait sans surveillance dans la baie. Edward Hunter avait ordonné à John Roland de l'accompagner, au grand désarroi du jeune garçon, croyant que celui-ci serait en ma compagnie. Inquiet de se retrouver seul en voyant que je les accompagnais aussi. Au dernier coup d'œil que je lui ai jeté, le mousse perché sur le canot échoué lançait tour à tour des regards effrayés au sommet boisé de la falaise et au bateau qui tirait sur son ancre pour rejoindre le rapide courant à l'entrée de la baie. Les dangers d'une visite sur l'île étaient légendaires. Il ne s'arrêtait pas à l'hostilité du meilleur mouillage de ce bout de terre, ni au curieux malheur réputé advenir aux navires et aux explorateurs. Toute l'île baignait dans l'étrange magie. Nous avons perçu l'attraction sur le chemin qui menait de la baie à la plage. Nulle feuille morte, nulle plante n'encombrait le sentier de gravés noirs, pourtant peu fréquenté. De part et d'autre, les arbres se ressuyaient de la pluie de la tempête nocturne, sur des fougères chargées de gouttelettes cristallines. L'air était frais et vif. Des fleurs aux couleurs éclatantes, qui ne poussaient jamais à moins d'une longueur d'homme du chemin, défiaient la pénombre de la forêt. Et leur parfum capiteux flottait dans la brise matinale comme pour nous inciter à oublier le but de notre venue et à explorer leur monde. Plus malsain d'aspect, des champignons oranges s'étageaient le long de nombreux troncs. Leur éclat outrageux évoquait des parasites affamés. Une toile d'araignée, alourdie comme les fougères de gouttelettes scintillantes, était tendue en travers du chemin et nous obligea à nous courber pour passer en dessous. L'araignée immobile à l'extrémité des fils était orange, comme les champignons, et presque aussi grosse qu'un point de bébé. Une grenouille verte, habitante des arbres, se débattait dans les fils gluants de la toile, sans pour autant paraître intéresser l'araignée. J'ai vu John émettre un petit gémissement d'effroi en passant sous le piège. Le sentier traversait le cœur de la forêt. Là, pour peu qu'il eût l'audace de quitter la route clairement délimitée attribuée aux humains, le visiteur pouvait franchir les frontières. Vas-y. Le sentier traversait le cœur de la forêt. Là, pour peu qu'il eût l'audace de quitter la route, clairement délimitée, attribuée aux humains, le visiteur pouvait franchir les frontières. Nébuleuse, des nymphes, et aller à leur recherche dans la forêt. Dans l'ancien temps, selon la tradition, des héros se rendaient sur l'île, non pour suivre le chemin, mais pour s'en écarter, et aller braver les nymphes dans leur tanière, trouver la sagesse de leur déesse emprisonnée dans sa caverne, ou exiger des dons, manteau d'invisibilité, épée bordée de feu, capable de pourfendre n'importe quel bouclier. Les bardes qui avaient eu cette hardiesse s'en étaient retournés chez eux, dont ils une voix si puissante qu'elle pouvait crever les tympans, ou si bien maîtrisée qu'elle faisait fondre le cœur des auditeurs. Tout le monde racontait de telles fables d'autrefois. Mais si quelqu'un s'était risqué à s'écarter du chemin de mémoire d'homme, il n'en avait jamais dit mot. Peut-être n'était-il jamais revenu pour s'en vanter. Ne nous étions pas rendus sur l'île pour quitter le sentier, mais pour le suivre jusqu'à son extrémité, où chacun savait ce qui se trouvait.
Nous avons cheminé sur la piste de gravier qui serpentait entre les collines boisées de l'intérieur de l'île jusqu'à une pente menant à un replat d'herbe rude qui bordait une vaste plage incurvée. Nous avions atteint l'autre côté de l'îlot. D'après les légendes, le navire qui mouillait là n'avait plus d'autre destination que les enfers. Et je n'avais jamais trouvé nulle part mention d'un bâtiment qui osait braver cette rumeur. Si cela s'était produit, le bateau avait emporté sa témérité vers les enfers. Le ciel était un bleu vif, lavé de tout nuage, que la tempête de la nuit précédente. Au loin, de grandes falaises d'ardoises noires ferment le croissant de la grève. Semblable à un croc, une tour de schiste s'élevait au large de l'île, raccordée à la falaise par une étroite bande de sable. Entre les deux apparaissait un ciel d'azur au-dessus d'une mer agitée. Et là, John Roland brisa le silence en nous disant « On a eu un gros grain la nuit dernière, capitaine. Il y en a qui disent que le meilleur endroit de la plage, c'est sur les dunes herbues, là-haut. D'après eux, pendant une bonne tempête, des vagues y rejettent des choses, des trucs. » Voici ce qui s'est passé. La nuit qui vit la fin de la pire vague de chaleur que le nord de la Nouvelle-Angleterre ait connue dans son histoire, la nuit du 19 juillet, fut aussi celle où toute la région du Maine occidental fut balayée par les plus épouvantables orages que j'ai jamais vus. Nous habitions au bord de Long Lake, et nous vîmes le premier orage s'abattre sur les eaux en progressant dans notre direction juste avant la tombée de la nuit. Tout au long de l'heure qui avait précédé, l'air était resté parfaitement immobile. Le drapeau américain que mon père avait planté sur notre hangar à bateau en 1936 pendait mollement contre son mât. Même l'ourlet ne tressaillait pas. La chaleur était comme un objet massif, et elle semblait aussi profonde que les trous d'eau glauques qu'on trouve dans les carrières à l'abandon. Cet après-midi-là, nous étions allés nous baigner tous les trois, mais l'eau n'apportait aucun soulagement à moins de s'aventurer très loin, là où c'est profond. Ni Steffi, ni moi ne voulions aller là où c'est profond, parce que Billy en était incapable. Billy a 5 ans. Nous mangeâmes un dîner froid à 5h30, des sandwichs au jambon et de la salade de pommes de terre, sous la véranda qui fait face au lac. Mais nous n'avions guère d'appétit. Personne ne semblait avoir envie d'autre chose que de Pepsi, tenu au frais dans un seau rempli de glaçons. Après dîner, Billy retourna faire l'acrobate sur les barreaux de la cage à singes. Nous restâmes là, Steph et moi, parlant peu, à fumer en regardant à travers le morne miroir du lac aux eaux mates dans la direction de Harrison, sur la rive opposée. Quelques hors-bords passaient et repassaient en vrombrissant. Là-bas, les conifères avaient l'air battus et poussiéreux. Vers l'ouest, d'énormes nuages s'amoncelaient, lentement, s'attroupant comme une armée. Des éclairs les ébraient. Chez Brent Norton, notre voisin, le poste de radio réglé sur la station dont l'émetteur coiffe le mont Washington envoyait un jet de parasites à chaque éclair. Norton était avocat dans le New Jersey, et la maison qu'il possédait au bord de Long Lake n'était qu'un lieu de villégiature dépourvu de chauffage central et mal isolé. 2 ans plus tôt, nous nous étions affrontés autour d'une question de mitoyenneté qui nous avait menés devant le tribunal du comté. J'avais eu gain de cause. Norton prétendait qu'on m'avait donné raison parce qu'il n'était pas du coin. Nous n'avions guère de sympathie l'un pour l'autre. Steph soupira et s'éventa les seins en agitant le plastron de sa robe. Je doutais un peu de l'effet rafraîchissant, mais la vue en était bigrement améliorée. « Ce n'est pas pour t'inquiéter, mais on va avoir une drôle de tempête. Je sens que ça va cogner. » Elle me jeta un regard sceptique. « C'était pareil hier soir et avant-hier soir, tu sais, et les nuages se sont tout simplement dispersés. »« Pas ce soir. »« Tu crois ?»«
Si les choses se gâtent, nous irons en bas. Jusqu'à quel point tu crois que ça peut se gâter? Mon père fut le premier à faire construire de ce côté du lac une maison destinée à être habitée toute l'année. Il était à peine plus qu'un gamin quand ses frères et lui érigèrent à l'emplacement de la maison actuelle une petite résidence d'été qu'en 1938, un ouragan détruisit entièrement, abattant jusqu'au mur de pierre. Le hangar à bateaux fut le seul rescapé. 1 an plus tard, il mettait en chantier la grande maison. Ce sont les arbres qui causent des dégâts quand le vent souffle très fort. Ils vieillissent et ne résistent pas aux bourrasques. C'est ainsi que la nature fait périodiquement le ménage. Je ne sais pas trop, dis-je sans mentir. Les récits du cataclysme de 1938 étaient les seuls exemples de ce genre que je connaissais. Mais le vent qui vient du lac peut souffler à la vitesse d'un train rapide. Billy revint un peu plus tard pour nous annoncer que ce n'était pas amusant de grapper au barreau, car il était tout en nage. Je lui ébouriffai les cheveux et lui tendis un autre Pepsi, histoire de donner de l'ouvrage au dentiste. Les nuages se rapprochaient, poussant le bleu devant eux. L'orage menaçait d'éclater d'un instant à l'autre. Norton avait éteint son poste de radio. Assis entre sa mère et moi, Billy regardait le ciel fasciné. Le tonnerre grondait. Le roulement s'éloignant à travers le lac et revenant en écho. Les nuages se tordaient et s'enroulaient. Tantôt noirs, tantôt violets, tantôt veinés et de nouveau noirs. Ils recouvrirent peu à peu le lac, et je distinguai une délicate membrane de pluie qui en descendait jusqu'à la surface de l'eau. Elle était encore loin. Pour l'instant, il devait pleuvoir à Bolster's Mill, peut-être même à Norway. L'air commença à s'agiter, d'abord par saccades, soulevant le drapeau qui retombait ensuite. L'air commença à s'agiter, d'abord par saccades, soulevant le drapeau qui retombait ensuite. La température se rafraîchit, puis se stabilisa, refroidissant d'abord la transpiration sur nos corps, puis la changeant en glace. C'est à ce moment-là que je vis le voile d'argent courir à travers le lac. Il masqua Harrison en quelques secondes, puis se dirigea droit sur nous. Les hors-bords avaient quitté la scène. Billy bondit sur son siège, exacte réplique en miniature de nos fauteuils de metteur en scène, avec son nom inscrit sur le dossier. « Papa, regarde !»« Rentrons, dis-je. Je me levai et posai mon bras sur ses épaules. « Mais tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est, papa ?»« Un cyclone. Il faut rentrer. » Steph me lança un bref regard étonné et dit « Viens, Billy. Fais ce que dit ton père. » Nous passâmes à l'intérieur par les portes de verre coulissantes qui donnent sur la salle de séjour. Je refermai la porte en la faisant glisser sur ses rails et m'arrêtai pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Le voile d'argent avait parcouru les 3/4 du chemin à travers le lac. Il s'était transformé en un tourbillon emballé entre le ciel noir et bas et la surface de l'eau, désormais couleur de plomb rayée de blanc chromé. Le lac avait pris le visage menaçant de l'océan. De hautes vagues déferlantes projetaient des gerbes d'écume en se fracassant contre les pontons et les jetaient. Au milieu, de gros moutons apparaissaient et disparaissaient au gré des rouleaux. Il y avait quelque chose d'hypnotique à regarder le cyclone. Il était presque sur nous quand un éclair brilla d'un éclat si vif qu'il imprima tout sur mes yeux en négatif pendant les 30 secondes suivantes. Le téléphone émit un petit effarouché, et je me retournai pour découvrir mon épouse et mon fils debout contre l'immense baie vitrée qui nous offre une vue panoramique du lac au nord-ouest. Une vision d'horreur s'imposa à moi, du genre de celles qui sont, je crois, l'apanage des époux et des pères. La baie vitrée, explosant dans un bruit caverneux, décochant des éclats de verre effilés dans l'estomac dénudé de ma femme et dans le visage et le cou de mon petit garçon. Les atrocités de l'Inquisition ne sont rien comparées aux sorts que nous sommes capables d'inventer à ceux que nous aimons. Je les saisis fermement et les tirai en arrière.
Qu'est-ce que vous faites là, bon Dieu? Écartez-vous! Steph me lança un coup d'œil étonné. Billy se contenta de me regarder comme s'il émergeait à peine d'un rêve. Je les menai jusqu'à la cuisine et allumai la lumière. Le téléphone tinta de nouveau. Puis le vent se leva. La maison était transformée en Boeing 747, prêt à décoller. C'était un sifflement strident qui enflait par moments en un rugissement grave et profond avant de se muer de nouveau en mugissement. « Descendez au tout seul !» dis-je à Steph, et je devais crier désormais pour me faire entendre. Juste au-dessus de la maison, le tonnerre cogna l'une contre l'autre 2 planches gigantesques et Billy frissonna contre ma jambe. « Tu viens aussi !» me lança Steph en réponse. Je fis oui de la tête et les chassai du geste. Je dus détacher Billy cramponné à ma jambe. « Va avec maman, je vais chercher des bougies au cas où les lumières s'éteindraient. » Il partit avec elle, et j'entrepris d'ouvrir des placards. C'est tout de même bizarre, les bougies. On les met de côté au printemps en prévision des coupures de courant que provoquent les orages de l'été, et ça disparaît quand on en a besoin. J'en étais à mon 4e placard, où je venais de retrouver les 10 grammes d'herbe que Steph et moi avions acheté 4 ans plus tôt, et que nous n'avions toujours pas fumé entièrement. Le dentier mécanique de Billy provenant de la boutique de nouveautés, et les piles de photos que Steffi oubliait toujours de coller dans notre album. Je soulevai un catalogue, puis jetai un œil derrière une de ces poupées fabriquées à Taïwan que j'avais gagnée à la foire de Fribourg en renversant des bouteilles de lait avec des balles de tennis. Je trouvai les bougies derrière la poupée aux yeux vitreux. Elles étaient toujours enveloppées dans leur cellophane. À l'instant où je refermai la main autour d'elles, les lumières s'éteignirent. La seule électricité était désormais celle du ciel. La salle du séjour était éclairée par une succession d'éclairs blancs et violets, comme des flashs d'appareils photographiques. J'entendis Billy qui éclatait en sanglots en bas. Puis Steph qui le rassurait à voix basse. Il fallait que je regarde encore une fois dehors. Le cyclone avait dû nous dépasser ou se calmer en atteignant la rive, mais on n'y voyait toujours pas à 20 mètres sur le lac. Il était complètement démonté. J'aperçus le ponton de quelqu'un, celui de Jaser peut-être, qui filait sur l'eau, ses pilotis alternativement dressés vers le ciel et plongés dans les flots bouillonnants. Je descendis au sous-sol. Billy courut vers moi et s'agrippa à mes jambes. Je le soulevai dans mes bras et le serrai contre moi. Puis j'allumai les bougies. Nous nous installâmes dans la chambre d'amis qui donnait sur le couloir menant à mon petit atelier et demeurâmes là à nous regarder dans l'éclairage jaune et vacillant en écoutant l'orage rugir et cogner contre notre maison. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous entendîmes un craquement terrible et un des grands pins s'abattit non loin. Puis il y eut une accalmie. « C'est fini ?» demanda Steph. « Peut-être, » dis-je. « Peut-être pas pour longtemps. » Nous regagnâmes l'étage, chacun portant une bougie, tels des moines se rendant aux vêpres. Billy portait la sienne fièrement en faisant bien attention. Porter une bougie, autrement dit le feu, était une affaire de la plus haute importance pour lui, et du coup, il avait moins peur. Il faisait trop sombre pour voir les dégâts que l'orage avait fait autour de la maison. Billy aurait déjà dû être au lit, mais aucun de nous ne suggéra de l'y mettre. Nous restâmes dans la salle de séjour à écouter le vent et à regarder les éclairs. Une heure plus tard, l'orage reprit. 3 semaines durant, la température avait tourné autour de 35 degrés, et 6 jours sur les 21, la station météorologique de l'aéroport de Portland avait indiqué des températures de 40 degrés et plus. Drôle de temps. Et comme nous avions eu un hiver éprouvant et un printemps tardif, certains avaient ressorti une fois encore la sempiternelle histoire des effets à long terme de la bombe atomique.
Et aussi, bien entendu, la fin du monde, la plus rabâchée de toutes. Le second assaut ne fut pas aussi violent, mais nous entendîmes le fracas de plusieurs arbres qui s'abattaient, affaiblis par la première charge. Alors que le vent commençait de nouveau à se calmer, l'un d'eux heurta lourdement le toit avec un bruit sourd, comme un poing s'abattant sur le couvercle d'un cercueil. Billy bondit et regarda le plafond avec inquiétude. « Ça tiendra, Ava, » lui dis-je. Billy eut un sourire crispé. Aux environs de 10 heures, la dernière bourrasque arriva. Le vent ulula presque aussi fort que la première fois, et on aurait dit que les éclairs nous entouraient. D'autres arbres tombèrent, et il y eut comme un fracas de verre brisé venant du bord de l'eau qui fit pousser à Steph un cri plaintif. Billy s'était assoupi sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'était, David ?»« Le hangar à bateau, je crois. »« Oh, ce n'est pas vrai. Écoute, Steffi, j'aimerais autant retourner en bas. » Je pris Billy dans mes bras et me levai avec lui. Steph ouvrit de grands yeux effrayés. « Il ne va rien nous arriver, David ?»« Non. »« Vrai ?»« Vrai. » Nous redescendîmes. 10 minutes après, au plus fort de la dernière bourrasque, il y eut une explosion de verre à l'étage, la baie vitrée. La vision que j'avais eue n'était pas si exagérée en fin de compte. Steph, qui somnolait, s'éveilla avec un petit cri, et Billy s'agita inconfortablement sur le lit de la chambre d'amis. « La pluie va rentrer à l'intérieur, dit-elle. Les meubles seront fichus. »« On n'y peut rien, et ils sont assurés. »« Qu'est-ce que ça change ?» dit-elle d'un ton fâché, chargé de reproches. « La commode de ta mère, le canapé neuf, la télé couleur. »« Chut !» dis-je. « Dors. »« Je n'y arrive pas, dit-elle, et 5 minutes plus tard, elle dormait. Je restai encore éveillé pendant une demi-heure en compagnie d'une bougie allumée à écouter le tonnerre se répercuter de loin en loin. J'avais le sentiment qu'on serait nombreux le lendemain matin parmi les riverains à appeler l'agent d'assurance, que les tronçonneuses pétaraderaient alentour. Les propriétaires des villas s'affairant à débiter les arbres qui s'étaient abattus sur leur toit ou avaient traversé leurs fenêtres, et que les camions de la compagnie de l'électricité seraient de sortie. L'orage faiblissait à présent, sans aucun signe annonciateur d'un nouveau coup de vent. Je remontai au premier en laissant Steph et Billy sur le lit et regardai dans la salle de séjour. La porte de verre coulissante avait tenu bon, mais à la place de la baie vitrée, il y avait un trou au bord déchiqueté garni du feuillage d'un bouleau. C'était la cime du vieil arbre qui flanquait l'accès extérieur du sous-sol, d'aussi loin que je me souvienne. En regardant la cimenterie ainsi à l'improviste de notre salle de séjour, je compris ce que Steph avait voulu dire en déclarant que ce n'était pas une question d'assurance. J'aimais cet arbre. Vétéran endurci de bien des hivers, il était le seul arbre, du côté où la maison donne sur le lac, que ma propre tronçonneuse eût épargné. Sur le tapis, de gros éclats de verre réfléchissaient en milieu de reflets la lame de ma bougie. Je ne devrais pas oublier de prévenir Steph et Billy. Ils auraient intérêt à chausser leurs pantoufles pour venir ici. Ils aimaient bien se promener pieds nus le matin. Je descendis. Nous dormîmes tous les trois dans le lit de la chambre d'amis, Billy entre Steph et moi. Je rêvais que je voyais Dieu traverser Harrison de l'autre côté du lac, un Dieu si gigantesque qu'au-dessus de la taille, son corps se perdait dans le bleu limpide du ciel. Dans le rêve, j'entendais le craquement sec des arbres qu'il fracassait en foulant pesamment les bois dans lesquels il laissait l'empreinte de ses pas. Il faisait le tour du lac en direction de la Live de Brington, notre direction, et toutes les maisons, les villas estivales, les bungalows s'embrasaient, et les flammes brillaient d'un éclat blanc et violet comme les éclairs. Et bientôt, la fumée recouvrit tout, comme de la brume. Fragile.
que les pierres mettraient en 1000 morceaux, mais qui atterrissent tout en douceur sur les gens. Il haletait et dut allonger le pas pour rester à notre hauteur. Il reprit en disant: un de mes oncles, enfin, il était marié à ma tante, la sœur de ma mère. Il disait qu'il connaissait un homme qui avait trouvé un petit coffre de bois là-haut, noir, luisant et tout décoré de fleurs. Dedans, il y avait une statuette de femme en verre avec des ailes de papillon, mais elle n'était pas transparente, non. Les couleurs des ailes faisaient comme des tourbillons dans le verre lui-même. Il s'interrompit et pencha la tête en jetant un regard circonspect à son capitaine et à moi. Vous savez ce que ça voulait dire? Il le dit bien sûr d'un ton prudent. Du bout de la botte, Edward Hunter éventra doucement une ride du sable humide. Et il fut récompensé par un éclat doré. Je l'ai vu de mes yeux. D'un air détaché, je l'ai vu se baisser et glisser les doigts dans une chaînette en or. Comme il l'a tiré à lui, un médaillon surgit de sa tombe sableuse. Le pirate essuya sur son pantalon de poil fine, puis, un geste droit, fit jouer le petit crochet de fermeture. L'objet s'ouvrit en deux moitiés. L'eau salée avait réussi à s'infiltrer, mais le portrait d'une jeune femme sourit néanmoins au capitaine avec une expression à la fois joyeuse, sévère et réservée. Avec un grognement, il fourra sans autre forme de procès le médaillon dans la poche de son gilet broché. John reprit malgré mes signes, et il lui dit: Capitaine, vous ne pourrez pas le garder, vous le savez bien. Personne ne rapporte rien de la plage au trésor. Il le dit bien sûr d'un ton mal à l'aise. Édouard lui répondit: Ah oui? Et je sentis que ça chauffait, car il avait glissé une note d'amusement dans sa réplique. Afin d'obliger John à se demander s'il s'agissait d'autodérision ou d'une menace. Le vieux marin se déplaça subrepticement afin de se mettre hors de portée du poing du capitaine. C'est ce que tout le monde dit, capitaine, fit-il d'un ton hésitant. On n'emporte pas ce qu'on trouve sur la plage. Point ce que je sais. Moi, c'est sûr que c'est ce qui s'est arrivé à un ami de mon oncle. La nymphe a regardé ce qu'il avait découvert. Elle lui a dit la bonne aventure, et puis elle l'a conduit à une falaise au bout de la plage. Sans doute celle-là, là-bas. Il tendit le doigt vers les lointains pics d'ardoise, et dans la pierre, il y avait des milliers de petits trous. Des... Comment ça s'appelle déjà? Et cette fois, j'intervins, en lui disant qu'il s'agissait d'alcôves. Ça s'appelle des alcôves. Forcément, pour me réprimander de mon audace, le capitaine Hunter a rabaissé John plus fortement que je ne l'aurais fait en lui disant qu'il le saurait s'il était capable de parler sa propre langue. L'autre n'a fait que continuer son histoire, nous expliquer qu'il y avait un trésor, sauf dans celle qui était vide. La nymphe l'a laissé se promener le long de la falaise pour voir tous les trésors. Et il y avait des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. Des tasses en porcelaine, toutes décorées de boutons de rose, découpées en or bordées de pierres précieuses, des petits jouets en bois peints de couleurs vives. Bref, des centaines de choses incroyables, et une dans chaque alcôve. Et puis l'ami en question a trouvé un trou qui avait la bonne forme et la bonne taille, a mis la dame papillon, il a dit à mon oncle que jamais il avait eu l'impression de faire aussi bien qu'en déposant ce petit trésor dans cette niche. Il l'a laissé là et il a quitté l'île pour rentrer chez lui. Édouard s'éclaircit la gorge, et il y avait dans ce simple bruit plus de mépris et de dédain que dans tout un chapelet d'injures. Le pauvre John baissa les yeux en s'excusant. Il dit que c'était lui, son oncle, qui le racontait. Pas lui. Il dit ça en remontant son pantalon et ajouta presque malgré lui: il rêve un peu, ce type-là. Il donne le 7e de ce qu'il gagne au temple et il y a placé aussi ses 2 aînés. Un gars comme ça, il pense pas comme nous, capitaine. Forcément, le capitaine le reprit: quand il t'arrive de penser, même si réparti est un bien grand mot. Je l'ai vu fixer la ligne de navire de ses yeux bleus pâles en plissant les paupières contre le soleil du matin qui se reflétait sur les vagues.
et il lui ordonna de monter sur la berge, puis de la suivre en fouillant, puis en rapportant tout ce qu'il trouvera. Je reçus le même ordre, et nous partîmes chacun dans une direction différente. Il fit rapidement une découverte presque aussitôt. Il courut vers nous, s'en saisit, et le leva à hauteur de ses yeux. L'objet jetait des éclats dans la lumière du soleil, et le visage couvert de rides de John était illuminé d'admiration. Il fut une nouvelle fois accueilli avec des mots cassants. Et tel un chien bien dressé, il revint auprès de son capitaine. Dans ses yeux, bruns, brillait une étincelle enfantine. Tandis qu'il descendait de la berge d'un pas alerte, sa découverte serrée entre ses mains. Dans sa course, ses souliers bas soulevaient de petits nuages de sable. Le front de l'homme se plia fugitivement. Le vieux marin était toujours prêt à courber l'échine devant Hunter. Mais il n'aimait pas plus partager son butin que quiconque dans le métier. Je m'approchai, et je vis à l'expression d'Edward qu'il ne s'attendait pas à être obéi aussi promptement. Et je me doute qu'il avait même projeté de l'en délester à la fin de notre visite. John courait, rayonnant comme un jeune campagnard qui s'apprête à donner un bouquet de fleurs à sa fille de ferme bien-aimée. C'était touchant, c'était champêtre, c'était charmant. Edward Hunter conserva son habituel sourire ironique, sans laisser transparaître son étonnement. Sa pose soigneusement étudiée, suggérant la grâce languissante d'un félin en chasse. Non seulement sa haute taille lui permettait de dominer, mais l'expression amusée qu'il affichait toujours persuadait son entourage que nul ne pouvait le prendre par surprise. Son but était de convaincre ces hommes qu'il était en mesure d'anticiper leurs moindres mouvements et leurs moindres pensées. Les risques de mutinerie étaient aussi réduits, et même si la révolte grondait, nul membre de l'équipage n'aurait envie de faire le premier pas. Il garda donc son air détaché pendant que John s'approchait de lui et laissa le marin lui présenter le trésor dans ses mains. Il examina l'objet d'un œil amusé. Pourtant, dès l'instant où il vit, lui et moi avons dû faire appel à toute notre maîtresse de soi pour ne pas s'en saisir. Aussitôt, jamais nous n'avions eu sous les yeux une œuvre aussi artistement réalisée. C'était une bulle de verre, une sphère absolument parfaite dont la surface ne portait pas la moindre égratignure. La matière avait une légère teinte bleu insuffisante néanmoins pour occulter la merveille qu'elle recelait. 3 figurines, vêtues d'habits bariolés, le visage peint, qui se tenaient sur une scène minuscule et devaient être reliées les unes aux autres, car quand John faisait bouger la boule dans ses mains, le personnage seul se mettait en mouvement. L'un pirouettait sur la pointe des pieds, l'autre exécutait une série de soleils autour d'une barre, et le troisième hochait la tête au rythme de leur évolution, comme si tous trois réagissaient à quelques joyeuses mélodies, audibles uniquement à l'intérieur de la sphère. John nous en fit la démonstration 2 fois, et je tendis la main pour examiner de plus près ce trésor. Le capitaine pirate conserva fermement son sourire pensif en m'observant mirer la boule au soleil, puis en faisant danser les petits personnages. C'était fort amusant. L'objet n'emplissait pas complètement ma main. J'en vins à la conclusion qu'il s'agissait d'un jouet d'enfant, mais d'un prince le plus riche au monde. Et je sentis le regard du capitaine sur moi, car après tout, il suffisait qu'il le laisse tomber pour le briser. Et pourtant, cette boule a survécu aux vagues d'une tempête et à une arrivée brutale sur une plage. D'après John, c'était normal. Sur cette plage, presque tout ce que la mer y dépose est intact. Ça faisait partie de la magie de cette île. Edward Hunter me prit la boule des mains et la rangea dans sa poche, et d'un regard nous força à aller chercher d'autres objets imités par les mouettes qui, dans le ciel, glissaient sur le vent en cherchant du regard quelques friandises dans les vagues. Edward Hunter ne se pressait pas, mais il n'oubliait pas non plus que de l'autre côté de l'île, son navire l'attendait dans des eaux traîtresses. Je le connaissais peu, mais je pense qu'il parcourait toute la longueur de la plage comme le voulait la tradition. Mais une fois qu'il aurait entendu parler d'un nymphe, les trésors qu'il pourrait découvrir, il n'avait pas l'intention de s'attarder ni d'abandonner les trésors qu'il pourrait y découvrir.
J'avais les yeux fixés sur la ligne de marée sinueuse. Je continuais ma marche. Je n'accordais nulle attention aux coquillages luisants, aux pinces de crabe, aux enchevêtrements d'algues et aux morceaux de bois. Grands ou petits, rejetés par la mer. J'essayais de m'intéresser qu'aux objets manufacturés et aux épaves. Au bout de quelques pas, mon application fut récompensée. Dans un petit coffre de bois, mauvais état, je découvris tout un service de tasses. Elles n'étaient sans doute pas de main d'homme, et nul humain ne les avait jamais touchées. Au nombre de 12, faites d'os évidés, elles étaient décorées de minuscules images bleues aux lignes si fines qu'on les eût dites dessinées à l'aide d'un pinceau à un seul poil. Elles avaient visiblement beaucoup servi. Les représentations étaient si effacées qu'il était impossible d'en reconnaître le motif original, et les anses en os étaient affinées par l'usure. Je pris la petite boîte au creux de mon bras, et je poursuivis ma déambulation. Je voyais au loin le capitaine qui avançait sous le soleil et contre le vent, et ses bottes élégantes laissaient des empreintes nettes dans le sable humide. De temps en temps, il levait un regard détaché sur l'étendue de la plage, sans laisser paraître ses espérances sur son visage. Soudain, alors que je ramenais mes regards sur le sable devant moi, je découvris un petit coffret en cèdre, gauchi par son séjour dans l'eau salée, si bien que pour l'ouvrir, je dus le frapper sur une pierre comme une noix. À l'intérieur, j'ai trouvé des ongles de nacre munis de minuscules agrafes pour les fixer sur les ongles ordinaires, et d'un évinement à l'extrémité qui permettait peut-être de conserver une dose de poison. Il y en avait 12. Au cas où, je préférais les mettre de côté, où ils cliquetèrent au rythme de mes pas. Une légende racontait que les vagues qui s'échouent sur ces rivages rocheux ne provenaient pas toutes du même océan. Un navire qui avait la mauvaise idée de faire relâche près de l'île avait toutes les chances de disparaître sans laisser la moindre trace, et les vieux marins disaient qu'il avait été enlevé de ce monde pour être déposé sur les mers d'un autre point. En tout cas, l'équipage et même John en étaient convaincus. Jeter un coup d'œil vers le ciel qui demeurait d'un bleu immaculé. Le vent était vif, et je pense que le capitaine voulait que le beau temps se maintienne pour nous laisser le temps d'arpenter toute la plage, puis de retraverser l'île pour regagner son navire ancré dans la baie. En retournant au point de rendez-vous, je tombais sur un objet troublant. Le plus troublant de tous, c'était un sac de cuir cousu, rouge et bleu, à demi enfoui dans le sable. Le cuir solide et fait pour durer avait été taché par l'eau de mer qui avait fondu les couleurs l'une dans l'autre. Bloqué, les boucles de cuivre qui fermaient le sac et radiaient les sangles qui les reliaient. Je prenais le sac, le présentais au capitaine alors qu'il revenait. John arrivant lui aussi de son côté. À l'aide de son poignard, Edward défit une couture et découvrit une portée de chaton parfaitement formée avec de longues griffes et des taches de poils irisés derrière les oreilles. Tous les 6 étaient morts. Malgré le dégoût de John, je ne lâchai pas le sac, et le capitaine saisit le plus petit et retourna le corps flasque dans ses mains. Il avait la fourrure bleu pervenche, les paupières roses, et il était très menu. D'après l'expression faciale du capitaine, le petit cadavre était trempé, glacé et répugnant. Un clou en rubis, semblable à une grosse tique, décorait une des oreilles de l'animal. Edward Hunter défit le clou d'oreille et le laissa tomber dans sa poche. Je lui tendis le sac pour qu'il remette le corps en place, et je le remis dans le sable près de la ligne de marée, et nous reprîmes la marche.